Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce samedi 11 novembre 2023, dont voici le sommaire. Un habitant de la mairie de Bujumbura passe sa troisième nuit de détention au cachot du parquet de la province de Bujumbura, situé en commune Kavit. Il serait victime d'une propriété qui lui a été restituée par le ministère de la Justice. Au sommaire également, le Burundi reste le seul pays de la communauté est-africaine qui ne s'est pas encore acquitté de ses arriérés de contribution au sein de cette communauté. Le Soudan du Sud, qui était pris comme étant de la même école que le Burundi, vient de s'acquitter de ses arriérés. Dans cette édition, nous parlons également de certains habitants de la colline Zone Venga en commune Isare de la province de Bujumbura qui réclament d'être indemnisés. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur les affrontements entre les troupes burundaises en RDC et le mouvement M23. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, un habitant de la mairie de Bujumbura est détenu au cachot du parquet de Bujumbura situé en commune de Kabezi depuis ce jeudi 9 novembre 2023. Les informations fournies par ses proches indiquent que ce citoyen serait victime d'une propriété située sur la colline natale qui lui a été restituée par le ministère de la Justice. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Ce citoyen détenu depuis le 9 novembre dans le cachot du parquet de Bujumbura, situé en commune de Kabezi, s'appelle Patrice Sabuguheba. Il habite le quartier Jabe 3, zone Bwiza, agent de l'administration à l'université du Burundi. Il est également membre du conseil communal de Mukaza, à mairie de Bujumbura. Les informations fournies par ses proches indiquent que Patrice Sabuguheba a été incarcéré par le procureur du parquet de Bujumbura en la personne de Patrice Niyonzima au sujet d'une propriété restituée à Patrice Sabuguheba le 12 septembre 2023 par le ministère de la Justice. Ce domaine se trouve sur la colline de Nyarumanga, colline natale de Patrice Sabuguheba, située en zone Mayuyu, commune Mukike, en province de Bujumbura. La propriété en question, selon nos sources parmi les proches de Patrice Sabuguheba, avait été confisquée en 1982 par le nommé Gaspard Gahengeri, qui était chargé du projet de plantation des arbres sur le mont Heha, en complicité avec un certain Fabien Nakaburimbo. Après que Patrice Sabuguheba ait gagné le procès, la ministre de la Justice, Domine Banyankimbona, a adressé une correspondance au président du tribunal de grande instance de Kabezi le 19 décembre 2022, lui demandant d'exécuter le jugement par la délimitation de la propriété qui avait été accaparée par Gaspard Gahengeri et Fabien Nakaburimbo. Les bornes de délimitation de cette propriété ont été finalement plantées en date du 12 septembre dernier, comme l'avait exigé la ministre de la Justice. Nos sources ajoutent que le 24 septembre, Patrice Sabuguheba s'est rendu sur sa colline natale pour cultiver cette terre lui rétrocédée en procédant également à l'abattage des tiges d'arbres qui avaient été coupés par le nommé Nakaburimbo dans la même propriété. Jusqu'à présent, les amis et proches de Patrice Sabuguheba ignorent le mobile de sa détention car, selon eux, il n'a pas dépassé les bornes plantées par le tribunal de grande instance de Kabezi. La rédaction de la RPA a essayé de joindre sans succès le procureur de la République en province de Bujumbura, Patrice Niyonzima, qui a enfermé le citoyen Patrice Sabuguheba. Quant au président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, il nous a signifié qu'il est déjà au courant de cette détention et qu'il y suit de près le dossier. Merci à toi, Emmanuel Nyongeko. Parlons gouvernance à présent. Le directeur communal de l'enseignement à Buraza, connu sous le nom de Jean-Marie Ndayahose, est accusé de corruption par certains enseignants. Cette corruption se remarque dans les nominations de certains directeurs, expliquent nos sources. Cette dernière demande au ministère de tutelle d'agir pour faire ce qu'il qualifie de sauvetage de la direction communale de l'éducation à Buraza. Écoutez l'une de nos sources qui s'est entretenue avec la RPA.
Vous savez que le ministère de l'Éducation a décidé que toutes les écoles fondamentales soient dirigées par des détenteurs de diplômes de licence, mais ici à Boulaza, ce n'est pas le cas. Sur les 25 écoles qui comptent la commune de Boulaza, 6 directeurs des 6 ont été remplacés. Mais pourtant, il existe d'autres écoles dirigées toujours par des détenteurs de diplômes des 6. Ceux qui n'ont pas été remplacés lui ont donné des points de vin pour qu'ils gardent leur poste. D'autres cas de corruption se sont remarqués dans la nomination des directeurs ayant le diplôme des 6, alors que cela contredit des recommandations du ministère qui exigent que seuls des détenteurs de diplômes de licence soient nommés au poste de directeur. Concernant les directeurs qui n'ont pas été remplacés, malgré qu'ils ne remplissent pas les exigences du ministère pour qu'ils gardent leur poste, je citerai l'Ekofo Buhinyuza, l'Ekofo Buhinyuza 1, l'Ekofo Muka, l'Ekofo Bugega, l'Ekofo Gicumbi, l'Ekofo Buliza, l'Ekofo Rufunzwe, l'Ekofo Gashubi, l'Ekofo Migezi, l'Ekofo Ndava 1, l'Ekofo Gwiza, l'Ekofo Nyarunazi, l'Ekofo Gitaramuka 1 et Gitaramuka 2, ainsi que l'Ekofo Rabiro 1 et Rabiro 2. Franchement, l'actuel directeur communal de l'enseignement à Boulaza est en même temps vice-secrétaire communal du parti CNDD-FDD, le nommé Jean-Marie Ndayahoudé, mérite des sanctions parce qu'il exagère ce qu'il fait. À titre de rappel, ce même directeur communal de l'éducation, Jean-Marie Ndayahoudé, a été pointé du doigt dans des cas de vols et détournements d'âge. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur d'autres accusations imputées à ce DCE qui se rapportent au mauvais traitement infligé à certains enseignants. Toujours au chapitre éducation, le personnel et les parents des élèves de l'école internationale de Ruigi s'insurgent contre le représentant légal de cette école qui fait des magouilles dans le recrutement du personnel. Le point avec Eric Nyonzima. Prime Gahungu représente légalement l'école internationale de Ruigi. Selon les informations en provenance de cette province, cette autorité avait été limogée de ses fonctions en 2018, accusée de malversation et de détournement des biens de l'école. Il a repris ses fonctions cette année et il est revenu avec les mêmes habitudes, regrette certains enseignants. Prime Gahungu, représentant légal, a été limogé de ses fonctions, accusé de magouille et de détournement des biens de cette école. Il a été chassé avec un autre directeur de cette école à cette époque. Il est revenu, mais on ne sait pas comment. À son retour, il a recruté sa femme qui était déjà partie à la retraite. Il lui a confié le suivi des enseignants, une chose qu'on n'arrive pas à digérer. Le personnel et les parents qui ont des élèves à cette école déplorent le comportement de son représentant qui recrute par favoritisme et clientélisme et de préciser qu'une école d'exemple comme celle-ci ne mérite pas de subir de telles magouilles. En tant qu'école d'excellence, nous ne m'attendions pas à de telles magouilles. Il fallait qu'il y ait des tests de niveau, afin qu'une personne entre en fonction grâce à ses capacités intellectuelles. Imaginez qu'il a embauché sa femme à l'âge de la retraite, alors qu'il y a des gens compétents et qui pourront bien faire ce travail. Il n'a rien amené de nouveau. Nous souhaiterions qu'elle s'en aille et qu'on recrute des gens qui le méritent. Ces habitants indiquent que pour que cette école puisse sauvegarder sa valeur d'école d'excellence, il faudrait recruter le personnel au strict respect de la loi. La rédaction de la RPA a essayé de joindre à ce propos Prime Gahungu, représentant légal de l'école internationale de Ruigi, mais sans y parvenir. Merci à toi, Eric Nyonzima. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux nouvelles de la société. RPA. Je vous le disais en titre, certains habitants de la zone Ebenga, commune Isare, dans la province de Bujumbura, expriment une demande pressante auprès du gouvernement pour le versement de leurs indemnités, étant donné qu'ils sont actuellement confrontés à une situation précaire. Ils signalent avoir passé 2 mois en attente du paiement qui ne s'est toujours pas concrétisé.
Le point avec Emmanuel Nyongeko. Ces habitants qui ont été expropriés par le gouvernement pour la réalisation de ces projets proviennent de la colline Ezonebenga, située dans la commune d'Issaré, en province de Bujumbura. Certains d'entre eux indiquent avoir passé 2 mois sans savoir à quel fin se vouer après que le gouvernement ait pris leurs propriétés et démoli leurs maisons sans verser les indemnités promises. L'un d'entre eux témoigne allemand. Ce qui nous attriste, c'est qu'ils ont démoli nos maisons sans nous verser nos indemnités. Nous sommes vraiment plongés dans une désolation totale car nous ne savons pas où aller. En tant que simples citoyens, victimes de l'injustice, nous sommes vraiment dans une situation difficile. En réalité, avant que le gouvernement ne nous exproprie pour ses projets publics, il aurait dû d'abord nous indemniser afin que nous puissions trouver un abri. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Les habitants de la zone Benga font savoir que parmi ceux qui ont été expropriés, il y a un petit nombre qui a déjà reçu ces indemnités. Pour ceux qui n'ont pas encore obtenu leur dû, ils se trouvent dans une situation précaire, campant dans des huttes qu'ils ont construites, exposées aux intempéries et au froid. Toutes ces intempéries et ce froid qui sévissent en ce moment nous touchent directement. Nous vivons dans de petites maisonnettes construites en bois et couvertes de paille ou de tôle. Nous sommes contraints de rester ici parce que nous n'avons toujours pas reçu nos indemnités pour reconstruire nos vies ailleurs. Ils interpellent les autorités administratives, en particulier le gouvernement, à rembourser leurs indemnités afin qu'ils puissent reconstruire leur vie ailleurs et échapper aux difficultés des pluies et du froid. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Gilbert Nyonguru, administrateur de la commune d'Issaré, pour de plus amples éclaircissements. Merci à toi, Emmanuel Nyongeko. De Bujumbura sur Changuzo pour parler du suivi des enfants de la rue et des mendiants regroupés dans les locaux qui abritaient la brigade de Munzenze en commune de Mishiha qui reste à désirer. Ceux qui suivent de près cette question indiquent que l'encadrement de ces enfants n'est pas facile suite à leur nombre élevé. Non seulement leur sécurité n'est pas garantie, mais aussi les ménages des environs sont exposés aux éventuels dégâts causés par ces enfants qui se baladent dans la nature. Le point avec Hervé Seigneur Mungue. Ces enfants de la rue et mendiants ont été rassemblés dans la localité de Munzenze, dans un endroit où se trouvait une brigade policière. Ceci les routes menant vers la commune Mushiha du côté de Kirere. Ils sont au nombre de 4 et sont venus de la mairie de Bujumbura et la province d'Ngozi. Il y a plus d'un mois, comme l'indique ces habitants de Mushiha. Le nombre fait que les encadreurs peinent à les gérer et s'ensuit des évasions. Témoignent un des habitants de la localité. Petit torrent à Mishiha, dans la localité de Kirehe, il y a une brigade policière et c'est là où ils les ont rassemblés. Cet endroit n'est même pas clôturé, ce qui fait qu'il n'y a pas de contrôle sur ces enfants. Il est même difficile pour les encadreurs chargés de les surveiller d'effectuer efficacement cette tâche. Parmi les enfants, certains sont âgés de 7 ans et plus, tandis que du côté des adultes, il y en a ceux qui ont 20, 30, même 40 ans. C'est là toujours les habitants de la localité, la présence de ces enfants inquiétés par ce qu'ils peuvent causer des dégâts. Les dégâts qu'ils peuvent occasionner sont nombreux. Par exemple, il sera difficile de récolter des champs de culture, surtout le maïs, sans oublier d'autres dégâts qu'ils pourront provoquer petit à petit. S'ils se familiarisent à cet endroit, on s'attend au pire. Actuellement, ces observateurs avisés déplorent que même aucun projet d'encadrer correctement ces individus n'a réellement été envisagé, même les administratifs semblent ne pas s'intéresser à eux. Merci à toi aussi, Hervé Seigneur Mungere. Différentes sortes d'immondices entassées tout près du marché moderne de la colline Gitaza, commune Moha en province de Rumongue, inquiètent les commerçants et les citoyens qui fréquentent ce marché. Il demande aux administratifs de ne pas négliger ce problème, puisque ces immondices pourraient être l'une des causes de l'épidémie répétitive de choléra dans cette commune. Plus de détails avec Daniel Claire et la trouve.
Le marché moderne, situé sur la colline Gitaza, commune Muhuta, est composé de 2 marchés. Notre source fait savoir que les ndagala fumés sont étalés dans le premier marché, le reste des marchandises sont vendues dans le deuxième marché. Notre source à Gitaza indique que les immondices venant de ces marchés sont jetés à 10 mètres du deuxième marché. Ces immondices entassés tout près de ce marché cause de l'insalubrité, indique notre source. Toutes les immondices sont jetées à 10 mètres du marché. Les noyaux, les feuilles et la peau des avocats, celles des bananes et mangues sont jetées là-bas. Les restes de bananes et manioc vendus sont aussi entassés là. Notre source fait également savoir que cette situation d'insalubrité à ce marché est en plus aggravée par des fosses dans lesquelles on déverse les déchets des latrines. Et les eaux usées de ces déchets vont directement dans le lac Tanganyika, situé tout près de ce marché, précise notre source. Lorsque les toilettes sont pleines, au moment du vidange, il faut déverser ces déchets dans les fossés situés tout près de ces immondices. Ces fosses sont à 5 mètres du lac Tanganyika. Vous comprenez que c'est honteux. Lorsqu'il n'y a pas d'eau de robinet dans ces toilettes, ils utilisent l'eau du lac pour faire la propreté, mais ces toilettes dégagent des odeurs nauséabondes et les mouches purulent. Ils ne désinfectent même pas. Les personnes qui fréquentent cet endroit sont toutes gênées. Les commerçants et les citoyens qui s'approvisionnent dans son marché demandent aux administratives de ne pas continuer à négliger cette situation d'insalubrité à son marché, surtout que leurs bureaux sont proches de ce lieu. Notre source estime que ces immondices soient la cause des épidémies répétitives de choléra dans cette commune. Ce qui est étonnant et fait également honte, l'administrateur, le chef de zone et celui de colline travaillent tout près de cet endroit. Même le technicien de promotion de la santé pour la commune travaille tout près de l'endroit. Même les restaurants n'ont pas de toilettes. Tout cela inquiète les citoyens et ils craignent d'attraper les maladies des messages. Pour rappel, l'épidémie de choléra a réapparu en commune Muhuta au cours de cette semaine et 6 cas ont été déjà enregistrés. Je vous le disais en titre, le Soudan du Sud vient de s'acquitter de ses arriérés de contribution au sein de la communauté est-africaine EAC. Il y laisse derrière lui le Burundi qui depuis longtemps était pris comme étant de la même école que le Soudan du Sud pour la non-matérialisation de leurs obligations de contribution dans cette communauté. Le point avec Eric Nyonzima. Le Soudan du Sud et le Burundi sont depuis longtemps connus comme les plus gros débiteurs de la communauté est-africaine. Le Soudan du Sud vient toutefois de se débarrasser de ce qualificatif. Dans une interview accordée à la radio et radio du Sud-Soudan, le député régional du Sud-Soudan, Kim Gai-Ruat Douab, a indiqué que son pays avait versé ses arriérés de cotisation cette semaine encore. Je tiens à informer notre public que la République sud-soudanaise a remis cette semaine un montant équivalent de 7,2 millions de dollars à la communauté. Ce qui signifie que désormais, le Soudan du Sud n'a plus de dette envers cette organisation régionale. Le Soudan du Sud, tout comme le Burundi, devait à la communauté des arriérés de l'année dernière, soit 7,2 millions de dollars, qui sont la contribution annuelle de chaque pays membre, plus la contribution de l'année en cours qui devrait prendre effet en juillet prochain. Selon Radio du Sud-Soudan, dans son article de jeudi, le 9 du mois courant, mercredi dernier, certains législateurs de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, IALA, au Kenya, ont recommandé la cessation de l'adhésion des pays qui ne remplissaient pas leurs obligations envers la communauté. Cette approche serait également soutenue par les députés ougandais selon Radio. Dans son article du 15 octobre, de East African avait lui écrit que dans un rapport déposé au Parlement du Kenya, la Commission de l'intégration régionale recommande une révision du traité de la CIA en fait de permettre aux contributions d'États partenaires d'être basées sur les capacités de payer et à ceux qui paient davantage d'avoir un droit de veto. Il a également appelé les États partenaires fondateurs de l'IAC à envisager de payer les contributions dues au Soudan du Sud et au Burundi dans l'esprit du grand frère. Selon l'Ouest africain, des arguments des députés
qui proposent cette révision sans que députés de ces pays qui ne contribuent pas consomment des centaines de dollars chaque fois qu'ils se rendent dans des séances à Arusha et perçoivent mensuellement des salaires alors que leur pays ne contribue pas. Le Soudan du Sud vient de s'acquitter de ses dettes au moment où son président s'apprête à assumer la présidence de la communauté. Salva Kiir devrait remplacer Ndayishimiye dans les 2 semaines à venir. Le sommet des chefs d'État devrait avoir lieu à Arusha du 23 au 24 de ce mois. Merci à toi aussi, Eric Nunzima. Après une petite transition, sera le moment du mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur les affrontements entre les troupes burundaises en RDC et le mouvement M23. Des affrontements dans lesquels ce mouvement affirme avoir capturé des militaires burundais. Au cœur de la société vous est présenté par Bonfils Nyongere. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le mouvement M23 affirme avoir tué et capturé vivants certains des soldats de l'armée burundaise habillés en tenue militaire de l'armée congolaise. C'était dans les affrontements entre le mouvement M23 et la coalition gouvernementale du Nord Kivu dimanche dernier. Un communiqué de la force de défense nationale du Burundi sorti quelques jours après passe sous silence cet incident. Pourquoi donc ce silence des autorités burundaises face aux retombées de cette guerre sur les militaires burundais et leurs familles? La réponse à cette question, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 11 novembre 2023. À la présentation, vous êtes avec Bonfils Nyongere. Bienvenue. Le mouvement M23 a le mardi 7 novembre confirmé la détention des dizaines de soldats burundais capturés sur le champ de bataille alors qu'ils combattaient aux côtés des forces gouvernementales congolaises dans les affrontements de dimanche 5 novembre. Dans un communiqué sorti par l'armée burundaise le mercredi 9 novembre, elle relate les faits du 21 au 30 octobre où un convoi du contingent burundais de la force régionale de la communauté est-africaine qui a approvisionné en vivres les cités de Kichanga et Mweso a été bloqué par des éléments du M23 et l'armée burundaise menace de prendre des mesures qui s'imposent. Colonel Floribert Biyereke, il est le porte-parole de l'armée burundaise. En date du 21 octobre 2023, le convoi du contingent burundais de la force régionale de la communauté est-africaine qui a cheminé le ravitaillement en vivres à Gichanga et à Mweso s'est vu refuser le passage par le M23 qui a bloqué la voie de communication menant à ces 2 localités. Le même fait s'est reproduit le 30 octobre 2023 quand un convoi du même contingent qui se dirigeait vers les mêmes positions a été bloqué en cours de route par les mêmes éléments du M23. La SDNB fait savoir que cette situation ne peut pas perdurer. L'attitude de l'armée burundaise face aux militaires capturés vivants et d'autres tués sur le champ de bataille en RDC est qualifiée par le mouvement M23 d'irresponsable. Major Wingoma, il est le porte-parole militaire du mouvement M23. Le Burundi, comme une nation, lorsque nous avons présenté prisonniers, lorsque nous avons dit clairement qu'ils ont subi beaucoup de pertes, nous avons saisi les matériels militaires appartenant à l'armée burundaise au front. Nous avons dit clairement qu'ils tuent la population congolaise. La vérité a engendré maintenant la haine. Donc, ils faisaient ça officieusement. Ils se battaient à côté du FARDC. Maintenant, ils ont séché les artistes pour qu'ils entrent dans la guerre officiellement. Maintenant, le Burundi veut entrer dans la guerre officiellement. Comme vous le savez, nous sommes des militaires professionnels. C'est le gouvernement à qui ils ont des militaires qui sont faits prisonniers. Et c'est au gouvernement de faire les premiers pas. Mais lorsque le gouvernement tarde ou bien veut un peu jouer au malin, mais c'est de l'irresponsabilité. Le mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi déploie le silence des autorités burundaises. Marie-Louise Barichako, présidente de ce mouvement, estime que les Burundais et surtout les familles des victimes ont besoin d'entendre ce qui s'est passé. Les informations qui circulent
et qui malheureusement ne sont ni démentis ni confirmés par les premiers détenteurs de l'information, à savoir les décideurs au niveau politique et de la défense, entretiennent la confusion en ce qui concerne la présence de l'armée burundaise en RDC. Les militaires burundais sont en principe déployés à l'est de la RDC dans le cadre de la force régionale de la communauté est-africaine. Qu'est-ce qui justifie ce deuxième déploiement décidé et effectué par le Burundi en toute obscurité? Ça, c'est ma première question. Deuxième question. Quel est le cadre juridique régissant le statut des militaires burundais opérant aux côtés des militaires congolais et leurs alliés? Troisième question. Qu'est-ce qui a dicté la nécessité de donner à ces militaires burundais la tenue et les armes d'une armée étrangère? Enfin, quatrième question. Est-ce que tous les organes décideurs du Burundi ont cautionné ce déploiement en dehors des normes habituelles? Je veux dire, le Parlement, le gouvernement, entre autres, puisqu'apparemment, rien n'a filtré au sujet de cette question. Ce sont toutes ces questions qui justifient, à notre avis, le silence assourdissant des autorités burundaises face à toutes les retombées de cette guerre sur les militaires burundais et leurs familles. Diverses sources non officielles font état de morts, de blessés, de désertions et de captures dans les rangs des unités burundaises. Malheureusement, rien ne filtre de la part des responsables burundais. Nul n'ignore cependant la torture que ces questionnements infligent aux familles des militaires déployés en RDC et surtout ceux qui ont perdu les leurs. La République démocratique du Congo et le Burundi ont signé en août dernier un accord de défense selon le président burundais Evariste Ndayishimiye. Cet accord est un accord d'entraide dans le système de défense. Les militaires burundais seront amenés à rester en République démocratique du Congo après l'expiration du mandat des militaires de la communauté est-africaine le 8 décembre prochain. Et voilà, c'est ainsi que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, bon fils Nyongere. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagit. Bon week-end à tous.